Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 24 heures en Alsace, une heure d'actualité alsacienne, toutes thématiques confondues avec des invités, des chroniqueurs. On va parler actualité, on va parler justice notamment. Les avocats alsaciens se mobilisent, ils seront à Paris demain pour manifester contre la réforme de la justice. Christophe Jotzi, l'avocat bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saverne, sera notre invité. Il vous expliquera tout ça. On parlera sport évidemment, comme chaque lundi avec Marine Zis. On parlera volleyball notamment avec la superbe victoire des filles de Mulhouse. On parlera hockey sur glace, on parlera handball, on parlera rugby, notamment avec le derby de Fédéral 3 entre Ilkirch et Haguenau avec notre invité Laurent Lepalu. Plein d'autres choses au programme, du football, du basket et grain de sel, évidemment la page gastronomie du lundi avec Nicolas Riffel qui nous fera découvrir une originale tourte des rois du côté de Mulhouse. Miam, tout ça est au menu de ces 60 prochaines minutes. On commence bien sûr comme chaque soir par les infos. Le JT est présenté par Anna Britz. Bonsoir à tous et à la une de ce JT. À la veille du début du grand débat national, le président Emmanuel Macron a écrit une lettre aux Français. Nous avons demandé leur avis à quelques gilets jaunes à Erstein. Disons que les ensembles 2.2 font rimer l'art et la technologie, l'occasion de découvrir leur projet au Shadok à Strasbourg, et puis comment l'homme impacte la nature qui l'entoure, comment les deux cohabitent, des notions autour desquelles tourne la nouvelle exposition de photographie à découvrir à la Chambre. Ça se passe à Strasbourg. 6 pages et 35 questions. C'est la lettre aux Français écrite par Emmanuel Macron pour poser les bases du grand débat national qui débutera demain. Un débat qui fait suite à la mobilisation des Gilets jaunes. Parmi les questions, faut-il supprimer certains services publics, tirer au sort des citoyens pour les associer aux décisions politiques ? Mais le président exclut d'emblée revenir sur certaines décisions comme la suppression de l'ISF. Cécile Motz s'est rendue à Erstein interroger quelques gilets jaunes que cette lettre laisse plutôt sceptiques. Il n'y a rien de concret, il reste borné sur sa politique. Et bon, il ne parle pas des retraités, il ne parle pas du SMIC, il ne parle pas de la classe moyenne. Il n'y a aucun signe d'avancement. C'est une lettre qui est arrivée déjà un peu tardivement. Il y a quelque chose qui est assez étonnant, c'est que on a l'impression que c'est d'office et d'emblée lui qui décide des sujets qui devront être évoqués entre nous dans les quartiers généraux, en famille, avec nos voisins, etc. Ce mouvement, on l'a bien vu, il concerne plus uniquement la fiscalité ou le pouvoir d'achat, même si ça reste évidemment un sujet extrêmement important. C'est une vraie crise des institutions et une crise de la représentation ou même de la représentativité. Et donc dans ce cadre-là, les gens, je ne vois pas comment on peut les museler ou en tout cas les contraindre à se cantonner à tel ou tel sujet. On reste mobilisé parce que les sujets qui sont évoqués aujourd'hui n'aboutissent à aucune solution concrète et pérenne. En bref, journée de grève demain dans les écoles strasbourgeoises. Des syndicats d'enseignants et d'agents de la collectivité ont appelé à la mobilisation pour protester contre le maintien de la semaine de 4 jours et demi. Les cantines strasbourgeoises seront donc toutes fermées demain et des perturbations sont attendues dans les services périscolaires. Et puis, journée morte également chez les avocats. Pas d'audience et de permanence. Les dossiers feront l'objet de demandes de renvoi et la défense d'urgence ne sera pas assurée. Les avocats se mobilisent contre le projet de loi justice. Et dans l'actualité de l'Eurométropole de Strasbourg, nous vous avons sélectionné 2 expositions. Au Shadok d'une part pour découvrir les ensembles 2.2 qui célèbrent leurs 10 ans. Et puis ensuite nous prendrons la direction de la Chambre qui présente le travail et les photographies d'un artiste franco-allemand, Camille Roland. Sur les murs de l'espace d'exposition, la Chambre se côtoie des zones à défendre, des centrales nucléaires et des cabanes aménagées dans la forêt. Pour la première exposition de l'année, la structure associative a choisi de présenter le travail du photographe franco-allemand Jürgen Elsger, de série sur la même thématique, l'industrie nucléaire.
une première série qui s'appelle Fluffy Clouds, qui veut dire nuages dufteux en anglais, et qui se réfère à plein de sites nucléaires qu'il est allé photographier un peu partout en Europe. Et dans toutes les photos, on voit ces fumées blanches caractéristiques des colonnes de refroidissement, avec des paysages plutôt bucoliques, agréables en premier plan. Et il y a une deuxième série plus récente qui a été faite à Bure, en Lorraine, sur le site où il y a un projet de construction d'enfouissement de déchets nucléaires, avec une contestation depuis plusieurs années qui est encore en cours. Et donc on a des magnifiques forêts de nature et aussi des militants qui sont installés là-bas. Depuis 2010, la Chambre propose 6 expositions de photographie contemporaine chaque année. Son credo, montrer de la belle photographie en lien avec des sujets de société. Ça correspond à notre volonté à la Chambre de montrer de la photo qui est en premier lieu de la belle photo, des belles images, mais qui a un message significatif aussi par rapport à la société contemporaine. Donc pour nous, les questions sur l'urbanisme, le progrès, l'environnement, c'est important d'en parler. Et pour les 6 semaines à venir, le paysage est à l'honneur. Cette nature marquée par l'action de l'homme et l'activité économique. Mon travail, je m'intéresse beaucoup à la société, mais pas que par les personnes, plutôt par les paysages. En fait, c'est-à-dire que j'essaye de parler de ce qui se passe de nous, de notre manière de vivre, de consommer, à travers les traces qu'on laisse dans le paysage. 10 ans d'écart, c'est ce qui sépare les 2 séries du photographe Fluffy Clouds et Bure. De la cohabitation apparemment paisible entre les habitants et les centrales nucléaires, aux conséquences de cette industrie sur une ZAD, la mise en parallèle de ces 2 séries offre une même réflexion. Ce qui m'intéresse dans ce travail, c'est en fait le rapport qu'on entretient avec ces installations. C'est-à-dire qu'ici à Strasbourg, vous avez Fessenheim pas loin, avec toute la polémique qui est derrière. Si vous voyez les images dans l'exposition, ils ne sont pas montrés comme des monstres en soi, mais il y a quelque chose qui se creuse dans l'image, qui est comme une fissure entre le premier plan et l'arrière-plan, et entre peut-être ce on aimerait avoir, nos attentes dans la vie et ce qu'on nous donne réellement. C'est là où il y a le deuxième travail qui rentre en jeu aussi, c'est-à-dire que là, on est sur un terrain de lutte et de résistance qui est Bure. Et sur le coup, les mêmes questions se posent encore, c'est-à-dire que comment, si vous, dans une société, dans une démocratie, vous n'êtes pas d'accord avec les décisions du gouvernement, qu'est-ce que vous pouvez faire ? L'exposition est visible jusqu'au 24 février. Les ensembles 2.2 présentent leur nouvelle exposition au Shadok, l'occasion de célébrer les 10 ans du collectif strasbourgeois. Son objectif, réaliser des créations et performances sur les arts technologiques. C'est un collectif d'artistes, de techniciens, de scientifiques et de personnes qui s'intéressent aux enjeux socio-environnementaux des nouvelles technologies par la création d'œuvres d'art. 9 installations sonores et visuelles offrent au public l'occasion d'explorer l'usage des technologies dans notre société et leurs enjeux sociétaux et environnementaux. On est sur de l'installation, donc c'est des objets. Et après, en termes de contenu, ça va aller de l'expérientiel, où on va faire découvrir le son sous une autre forme, à l'outil politique, comment on peut dire avec le son des choses qui sont plus difficiles à dire autrement, ou faire ressentir des données, ou faire passer effectivement peut-être des messages politiques. Et ce qu'on va retrouver par exemple ici, c'est l'ouverture des possibles, ça c'est assez classique, mais ça va être aussi des questions par exemple sur la fabrication de l'information et comment l'outil technologique peut peser sur notre représentation du monde, comment elle peut orienter ou influencer notre manière de penser.
Les créations réalisées collectivement avec des artistes, techniciens et scientifiques ouvrent des possibilités artistiques. Gaëtan Grommer présente lui aussi 2 œuvres, la création multimédia style procession et un ensemble de sculptures, Lorette, toutes 2 mises en perspective. On les a mis en regard parce que la thématique de fond est la même, c'est-à-dire comment on se réapproprie une donnée qui est trop gigantesque pour l'appréhender. Voilà. En l'occurrence, c'est les nombres de morts dans différents conflits, simplement grâce au son, parce que vous allez avoir des compositions qui contiennent autant de notes qu'il y a eu de morts à ce jour dans les conflits pour style processing, et des percuteurs qui vont percuter des obus authentiques de la Première Guerre mondiale, autant de fois qu'il y a eu de morts dans la bataille de l'Artois pour ici, et la première fois dans l'ensemble du conflit. Et cette idée, c'est de redonner corps à la donnée, parce que effectivement 18,6 millions, c'est un nombre considérable et qu'on a du mal à appréhender intellectuellement. Et là, ça nous redonne un peu le gigantisme de ce chiffre de manière corporelle. Toute la semaine, les structures résonneront dans l'espace du Shadok. Direction Paris à présent à la rencontre d'une chanteuse strasbourgeoise, Marjolaine Piémont. Elle vient de sortir son premier album, Nora Warioa. Je vois que 2 fois par an, il faut faire vite, il n'a pas trop de temps. On parle un peu, on n'est pas des... Marjolaine Piémont se présente au public telle qu'elle est, sans le superflu. C'est justement le nom de son premier album qu'elle présente sur la scène de la Manufacture Chanson à Paris. Alors on retrouve, on va dire, cette côté sensuel, avec de nouvelles chansons comme Ma beauté intérieure, où c'est l'histoire d'une fille qui raconte sa relation avec son gynécologue. Mais il y a aussi d'autres thèmes abordés, comme par exemple Il était une fois, où c'est la place dans la fratrie. Je crois que dans notre société, on a du mal à trouver sa place, que ce serait au sein d'une famille, mais aussi au sein de la société. À travers les 13 chansons de l'album, Marjolaine Piémont aborde avec légèreté des thèmes variés et parfois difficiles. Elle continue toutefois de porter la parole d'une femme espiègle et audacieuse. Comment croire que, on va dire sous un aspect très, très lisse, finalement, on peut aussi raconter des horreurs ou parler de cul et tout le monde va se dire « oh là là !» mais c'est ça que j'aime bien. J'aime bien le contraste en fait entre l'apparence de la personne qui porte les textes, qui porte ses paroles, qui porte ses chansons, et finalement le sens que donnent ces paroles. Qu'est-ce que c'est bon d'être un califourchon? La Strasbourgeoise, qui a quitté sa ville natale à l'âge de 17 ans, espère pouvoir défendre aussi cet album sur les scènes alsaciennes. Sinon, il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et place à l'image du jour de Liviane. Les pompiers sont au cœur de l'actualité et ceux du Bas-Rhin viennent de publier leur vidéo rétrospective 2018 et leurs chiffres sont impressionnants. Ils ont dû traiter plus de 275 000 appels et sont intervenus près de 90 000 fois dans le département. Si les secours aux personnes en constituent les 2/3, leur vidéo revient également sur quelques grands événements spectaculaires de l'an passé. Merci beaucoup, on va libérer Anna Britz pour ce JT, on la retrouve demain évidemment et accueillir les invités de la deuxième partie de cette émission, Marine Zis qui en parle sport chaque lundi, évidemment Laurent Lepalu qui en parlera rugby justement, venez, installez-vous, et Christophe Chotzi, ce sera notre premier invité juste après la météo, on parlera de la réforme de la justice, ils seront à Paris les avocats alsaciens demain pour manifester contre la réforme de la justice, on en parle et on vous explique tout ça dans quelques instants, juste après la météo de Célia. Des châteaux de la Loire au delta du Mékong, idées week-end ou voyage au long cours, vos vacances au fil de l'eau partout dans le monde avec Croisière Europe. Salut à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre météo du mardi 15 janvier. Et le mardi 15 janvier, la moitié de l'hiver est déjà dehors. Regardons ce que nous réserve le temps. En ce mardi matin, il y a toujours beaucoup de nuages sur l'ensemble du territoire, excepté du côté de Saverne, de Sarre-Union ou encore de Colmar, où on aura droit à beaucoup plus de passages d'éclaircies. Côté température, en matinée, ça se rafraîchit beaucoup. Comptez 0 degré du côté de Wissembourg, 1 degré pour le reste de l'Alsace et jusqu'à -1 du côté de Colmar ou encore d'Orbourvire. Mardi après-midi, légèrement plus de soleil,
prévues, notamment toujours du côté d'Eguisheim ou encore de Rigvir. Beaucoup de nuages pour le reste du territoire, toujours quelques passages d'éclaircies du côté de Strasbourg ou encore de Mulhouse. Le thermomètre affichera 5 degrés à Wissembourg ou encore Saverne, 6 degrés de Strasbourg à Colmar en passant par Mulhouse, 5 degrés pour la région du Bade-Wurtemberg et pour le nord de la Suisse. Regardons tout de suite vos prévisions de mercredi et le retour du soleil. Toujours, bien sûr, beaucoup de passages de nuageux, mais avec quelques passages d'éclaircies tout de même. Une moyenne haute de 8 degrés en Alsace, de 6 à 7 degrés dans la région du Bade-Wurtemberg, 7 degrés toujours pour Bâle. Mardi 15 janvier, nous fêterons les Rémis. Le soleil se lèvera à 8h16 pour se recoucher à 17h04 et on gagnera encore 2 minutes de soleil. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent moment sur Alsace 20. Je vous laisse avec Sada dès demain. À très vite, salut! Vos vacances au fil de l'eau avec Croisière Europe. Croisière fluviale et maritime au départ d'Alsace et jusqu'au bout du monde. Et on va parler justice et réforme de la justice, plus précisément. Avocats et magistrats de la région se mobilisent contre ce projet du gouvernement. Ils seront à Paris pour certains dès demain, devant le tribunal de Strasbourg. Également, des manifestations sont prévues. Maître Christophe Chaudzy, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes le bâtonnier de l'ordre des avocats de Saverne. Vous serez vous-même à Paris demain pour manifester contre ce projet de réforme. Alors, c'est un très vaste projet, en tout cas il y a une 60aine d'articles. On nous promet une justice plus moderne, plus rapide, plus efficace. Est-ce qu'il y a des choses quand même qui font consensus et qui, elles, seront adoptées avant de passer aux choses qui fâchent? Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent aller dans le bon sens dans ce projet? Alors, ce qui va être adopté, ça, je ne le sais pas. Alors, il y a certes un certain nombre de dispositions qui peuvent faire consensus, mais enfin, il y a surtout des dispositions qui font consensus contre elles. C'est surtout ce qu'il faut dire. Quels sont justement les points qui vous inquiètent le plus dans ce projet de réforme? Il y a notamment des menaces sur les tribunaux d'instance, avec une fusion avec les tribunaux de grande instance, des fermetures aussi de certains tribunaux qui pourraient amener à des déserts en termes de justice. Voilà, qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Alors, la ministre a certes indiqué qu'aucun lieu de justice ne serait fermé. Maintenant, effectivement, a été votée la fusion entre les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance. Vous savez que les tribunaux d'instance sont les tribunaux qui jugent les affaires du quotidien. Loyer impayé, litiges de consommation, etc. Le problème est que le législateur renvoie à des décrets. Et ces décrets vont déterminer les matières qui vont relever des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance. Et on risque fort de se retrouver avec un certain nombre de juridictions, d'autant que des spécialisations sont prévues, mais ça on ne sait pas ce qu'il va y avoir dedans. Des spécialisations seront prévues, ce qui fait qu'on risque de se retrouver face à des coquilles vides. Et les coquilles vides, à un moment donné, le risque est qu'on finisse par les fermer. C'est ça, on va dire, il n'y a plus assez d'affaires, un peu comme dans certaines maternités, on fixe des seuils et puis après... Tout à fait, c'est exactement ça. C'est exactement ça la crainte. Un des points d'achoppement aussi, c'est, alors dans un but présenté comme celui de la simplification, d'aller plus vite, c'est d'avoir davantage de médiation aussi. Ça veut dire qu'on ne passerait pas plus systématiquement par un tribunal. On devrait en tout cas d'abord passer par un médiateur dans certains cas. Ça peut paraître séduisant sur le côté, c'est quoi? C'est l'ubérisation de la justice ou ça peut vraiment fonctionner? Ça peut effectivement permettre d'aller plus vite, de régler plus facilement des litiges. Alors personne n'est opposé à la médiation. Le seul problème de la médiation, c'est d'avoir déjà suffisamment de personnes qui soient en mesure d'effectuer ces missions de médiation et pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est aussi clair que ça. Ça veut dire que c'est pas est-ce que ce seront nécessairement, ou ça pourrait être nécessairement des professionnels? Quelle serait, il y a une question de privatisation aussi, quel pourrait être le statut de ces médiateurs? Pour l'instant, il y en a déjà. Il y a des associations de médiation, il y a des médiateurs agréés, des médiateurs certifiés. Maintenant, si l'on recourt systématiquement dans chaque dossier à la médiation, vu le nombre de médiateurs dont dispose la justice à l'heure actuelle, on n'est pas prêt d'en faire des médiations. Ça, je vous le dis. On retombe sur un problème globalement de moyens. La justice, c'est quoi? Ça doit être un service public comme un autre, entre guillemets, c'est comme on dit dans l'éducation, comme on dit dans la santé. À un moment, il faut en dehors des compétences et des structures, c'est une question d'hommes et de femmes et de moyens, évidemment. Ça doit être un service public, effectivement, comme un autre, mais qui ne doit pas obéir nécessairement à une logique comptable. Comment est-ce qu'on peut justement mobiliser les Français autour de cette question-là? Est-ce que ça concerne finalement tout le monde de manière directe tout le monde, mais on peut passer toute sa vie enfin... sans avoir affaire à la justice. Mobiliser les Français, ça paraît assez clair. Moi, je viens d'un petit barreau. Il y a
Dans mon barreau 30 avocats, Saverne, hein. Un barreau qui est extrêmement étendu puisque ça commence à Marlenheim, on passe par Molsheim au Bernay, on va jusque dans la vallée de la Bruche au col de Salle, on retourne sur Saverne et on va jusqu'à Sarre-Union, donc aux frontières de la Moselle. C'est dire effectivement si les préoccupations des gens et les préoccupations d'accès à la justice, nous autres à Saverne, on connaît cette problématique. Lorsque le projet de loi vient dire aux gens, vous saisirez dorénavant les juridictions de manière totalement numérisée et de manière totalement dématérialisée. En clair, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut que les justiciables aient chez eux un ordinateur et un scanner où on va scanner la demande et les diverses pièces nécessaires au procès. Et on voit plus le juge. Et on ne voit plus le juge. Et effectivement, on ne voit plus le juge puisque la loi prévoit qu'il y a possibilité de s'abstenir, il y a la possibilité d'éliminer toute audience. Alors, chacun sait que l'immense majorité des Français ne maîtrise pas totalement l'outil informatique et chacun sait aussi que la règle dans les territoires, c'est pas nécessairement une connexion Internet optimale. À suivre, évidemment. On suivra cette journée de mobilisation à Paris pour votre cas avec certains de vos confrères. Du côté de Strasbourg, manifestation devant le tribunal de grande instance de Strasbourg prévue également demain. Merci beaucoup pour toutes ces explications, maître Christophe Jodzi. On parle sport, évidemment, comme chaque lundi dans un instant. Juste après cette courte pause, à tout de suite. Et chaque lundi, on parle sport, évidemment, dans 24 heures en Alsace, et c'est avec Marine Zis. Et aujourd'hui, c'est presque du 100% sport collectif avec du féminin d'abord, avec du volley et du handball. On parlera aussi sport collectif masculin avec du foot, du basket et aussi un beau derby en hockey. Et bien sûr, on parlera rugby aujourd'hui avec notre invité. Bonsoir Laurent Lepallier. Bonsoir. Vous êtes joueur au FC Agno et puis on reviendra tout à l'heure sur votre victoire de ce week-end. Et avant ça, Mathieu, on commence par du basket cette semaine. On commence par du basket, ça va vous faire plaisir. Marine, un peu moins dès que je vais commencer à parler de la SIG qui va pas très bien en ce début d'année. Elle allait déjà pas très bien en toute fin d'année, 2 défaites en championnat. Une défaite en Coupe d'Europe pour commencer l'année 2019. Du coup, opération rachat du côté de Dijon hier après-midi. Regardez, ça s'est très mal passé pour les garçons de Vincent Collet. La SIG en rouge, évidemment, qui n'a que 3 petits points de retard à la pause. Tout va bien. Un certain Jérémy Leloup sous le maillot blanc de Dijon. Petit festival au retour des vestiaires. 3 paniers primés pour lui. Et la SIG aux abonnés absents dans cette deuxième mi-temps, comme dit alors qu'ils étaient dans le coup à la pause. Les Strasbourgeois ne vont marquer que 21 points en seconde période. L'écart évidemment enfle du coup. 10 points, 15 points, 20 points d'avance pour les Blancs de Dijon qui font un petit festival à l'image de Jérémy Leloup. Une nouvelle fois ici, les Strasbourgeois prennent une grosse gifle, 80-55, 55 points marqués seulement. Plus mauvais total de la saison, 4e défaite consécutive. La SIG qui glisse du coup évidemment vers le bas du classement, enfin le bas relatif de la première partie, mais du coup en étant 7e, une victoire d'avance seulement sur le 9e. La place en Leaders Cup, la compétition de mi-saison, n'est toujours pas assurée pour les Strasbourgeois qui tenteront de rebondir pour de bon cette fois-ci. 2 matchs Orenus à domicile pour commencer, pour cette semaine. Réception des Lituaniens de Klaipėda demain, mardi soir, Orenus. Réception de Bourg-en-Bresse, une équipe qui tourne plutôt bien aussi. Ça sera samedi soir. Victoire impérative pour les hommes de Vincent Collet. Autre ambiance du côté de Mulhouse avec les volleyeuses qui reprenaient après 3 semaines sans match. Ça se passait au Palais des Sports. Un premier set sans trop de difficultés pour les Mulhousiennes en rouge sur les images. Premier set remporté 25-17, mais c'est plus dur dans le deuxième. Les Mulhousiennes qui cumulent jusqu'à 4 points de retard, mais elles ne paniquent pas. Restent concentrées et puis surtout elles restent dedans. Elles restent dans ce set-là et puis elles repassent devant. 16-15 et domine durant tout le set ensuite jusqu'à la fin du set qu'elles remportent 25-20 et puis elles continuent dans leur lancée durant le 3e set, elles varient leur jeu et puis surtout elles sont présentes en attaque, 14 attaques gagnantes sur 22 contre seulement 8 sur 24 pour les adversaires et puis surtout une présence, regardez, au bloc pour les Mulhousiennes.
qui remporte facilement ce dernier set 25-14. Victoire donc très facile, 3-0. Ce qui permet aux Mulhousiennes de faire un petit clapping. Ça faisait un moment qu'on les avait pas vu faire ce petit clapping. Écoutez la réaction de leur entraîneur Magali Magaï à l'issue du match. On ne sait jamais à quoi s'attendre après la trêve. On n'avait plus joué depuis 3 semaines. Voilà, et puis devant un public magnifique, le Palais des Sports était plein. Voilà, on avait très très peur de cette équipe de Nantes parce que c'est une équipe du haut de tableau, c'est une équipe favorite aussi pour le titre. Donc voilà, écoutez, les joueuses ont fait le travail, elles ont montré qu'elles ont bien récupéré, qu'on a déjà bien travaillé pendant cette petite période de préparation. Et voilà, maintenant, notre marathon continue. Et vous l'avez peut-être vu sur les images, 3500 spectateurs, un sale comble au Palais des Sports encore pour cette affiche. Petit clin d'œil encore à Marine parce que les filles sont à nouveau sur le pont. Oui, elles ont pris l'avion là ce matin. Elles ont eu un match demain soir contre le RC Cannes en Coupe de France, quart de finale. Regardez cette image postée il y a moins d'1 heure par leur coach. Détente, vue sur la mer avant le match qui se joue dans moins de 24 heures en Coupe de France. Grosse affiche. Le calme avant la tempête. C'est ça sera nettement plus dur évidemment demain soir du côté de Cannes. On passe au football avec le Racing qui lui tout va bien. Merci pour les garçons de Thierry Lauré. Direction le Stadium de Toulouse. C'était hier après-midi sur la pelouse du Stadium. Donc le déplacement à Toulouse, une équipe qui avait bien démarré 2019. Le ballon pour Ajorc, la remise de Thomasson, la fin de corps pour éliminer le défenseur, frappe pied gauche. 1-0 pour le Racing en milieu de première mi-temps. Égalisation rapide sur penalty de Yaya Sanogo pour Toulouse. Un partout à la pause. L'arrêt du match, il est pour Matsel, ce gardien du Racing. Cette superbe horizontale. Admirez le geste du bout des doigts, geste doublement décisif parce que 2 minutes plus tard, Dimitri Liénard au corner, Ibrahima Sissoko à la tête pour redonner l'avantage au Racing. La sortie en 2 temps de René, fatale au gardien toulousain. 2-1 pour le Racing, 3e victoire à l'extérieur, la 7e de la saison. Classement toujours un petit peu brouillé par les nombreux matchs en retard, mais le Racing est 6e pour l'instant de cette Ligue 1 avec 29 points, surtout 29 points, ça veut dire 12 points d'avance sur Dijon, le premier barragiste. 2 matchs au menu des Alsaciens en pleine forme ce début 2019, de déplacement une fois de plus, déplacement à Grenoble, le match en retard de Coupe de France, c'est ce mercredi, et déplacement à Monaco, toujours relégable, ce sera samedi soir à 20h. Et on passe au rugby avec notre invité Laurent Lepalu du FC Haguenau. Un gros match ce week-end, un derby alsacien comme on les aime en Fédéral 3, Mathieu. Ouais, ça se passait, on commence par les images et on en parle juste après du côté d'Ilkirch, le Krieg Ilkirch qui recevait le FC Haguenau. Regardez ces images, c'était hier après-midi sur la pelouse synthétique, on en parlera. Ilkirch en noir qui démarre plutôt bien cette rencontre à domicile. Ilkirch un petit peu en difficulté en début de saison mais qui est entreprenant dans ce début de match, qui pense d'ailleurs marquer avec ce bon groupé pénétrant, mais le ballon n'est pas aplati dans l'embut, on est dans l'embut mais il y a une main effectivement juste en dessous. Haguenau beaucoup plus réaliste de l'autre côté du terrain. Quelques minutes plus tard, le groupé pénétrant là aussi en force les avants et Blitz qui aplatit pour le premier essai de cette rencontre. Essai accordé et transformé. Les Ilkirchois qui ont plutôt la main sur le ballon, qui dominent cette première mi-temps mais qui ne marquent que quelques points au pied. Et c'est Haguenau qui va être hyper réaliste avec un nouvel essai en force de Nicolas Tizanet. Le Haguenau qui fait le break à la pause grâce à cette transformation, notamment 14-3. Haguenau qui enchaîne un 3e essai en début de seconde période et qui va mettre la main sur ce match. Plus grand chose de marqué, mais beaucoup d'imprécisions côté Ilkirch qui ne permettront pas aux locaux de prendre l'avantage et de remporter ce derby. Le crunch avec un K, comme on disait du côté d'Ilkirch. Victoire d'Haguenau 22-6. C'était plutôt. J'ai trouvé ça presque soft pour un derby. Moi, je pensais que ça allait être un peu plus chaud, comme ça l'a été parfois. Il y avait eu des consignes pour faire un derby soft et discipliné cette année. Non, il n'y a pas eu de consignes. C'est juste que c'était un match important, donc il fallait qu'on soit discipliné. On ne pouvait pas se permettre de déborder sur autre chose, quoi. Donc on est resté dans ce qui était important et nous, c'était la victoire. Les objectifs de cette saison, c'est quoi? C'est viser vraiment le top Le top, déjà, l'objectif de la saison, c'est de se qualifier pour les phases finales. Donc c'est déjà... c'est les 5 premiers qui jouent. C'est ça, voilà, tout à fait. Vous êtes 6e pour l'instant, donc on est 6e, dans les clous. On est dans les clous, c'est pas mathématiquement fait ni impossible. Donc voilà, on a encore beaucoup de boulot pour y arriver. On commence bien cette année avec cette victoire à l'extérieur, en plus avec le bonus offensif. Donc c'est quand même positif pour démarrer une nouvelle année et la deuxième partie de saison, quoi. Est-ce que c'était un derby un peu frustrant pour l'arrière, pour l'ailier que vous êtes, quand dans des conditions très difficiles, avec un temps évidemment très humide, le ballon qui est glissant? On a mis, du coup, vous avez beaucoup insisté sur les avants. Il y a des matchs où il faut être un peu patient. C'est vrai que notre force, c'est aussi ça, c'est de jouer devant
et de concasser. Donc là-dessus, c'est normal. Après, c'est vrai qu'en cette période un peu hivernale, on va dire, il fait quand même un peu frais. Donc le ballon est pas facile à gérer. Donc il faut essayer de limiter un peu les passes pour ne pas prendre de risques. Ouais. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Il y a pas mal de joueurs qui ont connu le monde professionnel dans votre équipe, qui sont passés notamment par le club de Strasbourg. Ouais. Qu'est-ce que ça vous apporte justement dans l'équipe d'avoir des joueurs d'expérience comme ça ? Je pense que c'est la meilleure des qualités, c'est d'avoir un groupe où on a des joueurs expérimentés qui s'allient avec des joueurs plus jeunes. Donc on a des joueurs effectivement qui viennent de Strasbourg, mais d'autres clubs aussi. Et puis on a aussi toute la jeunesse haguenovienne qui joue avec nous, dans l'équipe, quoi, et qui tire bien sa carte. C'est un bon mélange. C'est un très bon mélange et c'est grâce à ça que ça marche aussi. Vous avez là le derby d'Haguenau, on rappelle, Haguenau-Ilkirch, c'était en Fédéral 3. Vous avez connu, vous, la Fédérale 2, la Fédérale 1, même avec Strasbourg à une époque, avec un certain nombre de joueurs, Guillaume Krigel, votre entraîneur à Haguenau, avec Nicolas Tizanet, avec Thomas Abbé. Qu'est-ce que c'est un choix d'être redescendu, entre guillemets, en division? Quel souvenir vous gardez de cette époque dans le monde, dans un environnement professionnel? Un très bon souvenir, c'était une très belle époque. Et justement, on essaie aussi de transmettre ça aux joueurs qui ne l'ont pas encore connu, notamment aux jeunes. Justement, c'est pour ça qu'on s'est fixé cet objectif d'aller aux phases finales, pour vivre des phases finales, parce que c'est vraiment quelque chose de magique. Donc on s'en souvient toute notre vie. La preuve, on en parle encore aujourd'hui, c'était il y a quelques années à Strasbourg. Après, la décision de jouer à Haguenau, c'est comme ça, c'est normal, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il y a aussi, on n'est pas des joueurs professionnels à 100% quand on était en Fédéral 1. Il y a un choix de vraie carrière pro aussi. Voilà, c'est ça, il faut aussi faire des choix dans la vie privée, donc il faut aussi trouver un tempo pour pouvoir s'accorder avec tout ça, quoi. Justement, vous qui avez connu différents niveaux, comment est-ce que vous ressentez ça ? On dit que le rugby, c'est un sport de plus en plus dangereux, il y a notamment de nombreux accidents, des décès malheureusement. Est-ce que vous sentez ça à ce niveau-là, en Fédéral 3 ? Est-ce qu'on sent que c'est un sport qui évolue de manière dangereuse, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça ? De manière dangereuse, on va dire, je ne suis pas tout à fait sûr. Ça reste, de toute manière, le rugby, ça reste un sport de combat, donc on ne pourra jamais éviter les petits bobos ou les choses même plus graves qui arrivent. Maintenant, c'est vrai que ça a, je pense, pris une proportion bien différente au niveau physique. Et c'est ce qui amène aujourd'hui à des drames qui ont eu lieu à plus haut niveau. Vous le ressentez, vous, en Fédéral 3, par exemple Non, on change. Le niveau Fédéral 3 a beaucoup évolué. Il est bien monté en niveau depuis ces dernières années. Mais de là à dire qu'on se sent en insécurité... il n'y a pas les chocs et les impacts qu'il peut y avoir au très très haut niveau. Non, ça n'a rien à voir. Non, carrément pas. Mais voilà, il faut se préparer à jouer physique, il faut se préparer à faire du combat. Donc on est habitué à ça. Donc il n'y a pas de surprise tout d'un coup. Je pense que c'est plutôt une surprise pour les gens qui ne connaissaient pas avant le rugby plutôt. Alors ça, c'était le derby du côté du rugby. Il y avait un derby de la peur, Marine, en hockey sur glace. On continue de parler rugby dans un instant. C'était entre Strasbourg et Mulhouse, sur la patinoire, sur la glace de Lilleberg à Mulhouse, derby de la peur. Oui, entre les deux outsiders, donc ils jouaient gros sur ce match-là. Regardez ces images, ce sont d'abord les Strasbourgeois qui ouvrent la marque avec cette passe et puis ce but tout de suite pour, je ne trouve plus mes notes, c'est pas grave, pour Potvin, voilà. Et puis ensuite, c'est les Scorpions qui se relancent avec d'abord ce shoot d'Ekfeuille qui est arrêté par le gardien, mais qui est repris par Vigniers. Et but 1-1 à la fin du premier tiers. Et puis ensuite, c'est d'abord un arrêt pour le gardien strasbourgeois, Sidorm, qui est repris à nouveau par le Mulhousien, qui le récupère 2-1, avantage au Mulhousien. Et Mulhouse qui est ensuite en peine, qui n'arrive pas à marquer 47 tirs sur tout le match. Et voilà, c'est à nouveau Potvin, deuxième but du match, qui le remet. Égalité à nouveau. Mulhouse qui tente de repasser devant malgré plusieurs occasions, mais c'est raté. Et puis Strasbourg qui décroche le prolongation et but marqué en moins de 2 minutes. Voilà, et puis ça sonne la victoire pour Strasbourg. Défaite dure pour Mulhouse qui a cru longtemps. Écoutez la réaction des joueurs et du coach à l'issue du match. C'est un match qu'on avait en main, on va dire, 3/4 du temps. Et voilà, on retombe dans nos travers un petit peu. Et puis voilà, on se fait remonter à 10 minutes. Et puis on arrive à perdre à la fin. C'est énormément de frustration.
Honnêtement, c'est peut-être pas le meilleur match que nous on a fait en tout cas. Je pense que Mulhouse en dira autant. C'était pas le match le plus beau, mais il était important et on ne fera pas la fine bouche parce qu'on a gagné. Mais on est opportuniste et puis je pense que c'est nous qui avons eu la meilleure occasion en prolongation, donc on en a profité. Voilà, les deux clubs alsaciens toujours à la bagarre pour le maintien. Mulhouse qui est lanterne rouge, mais revanche dès demain soir du côté de l'Iceberg, la patinoire de Strasbourg. Si le cœur vous en dit, derby hockey sur glace, donc demain mardi soir. On passe au handball avec une belle affiche là aussi, avec nos petites chouchous, les filles de la TH, l'Aranheim, Trüchtersheim handball, promues cette saison en 2e division et qui n'arrêtent pas de surprendre. Elles étaient co-leaders avant cette rencontre. Elles recevaient Le Havre, le poids lourd du championnat. Les Alsaciennes avaient créé l'exploit au match aller en allant s'imposer en Normandie. Du coup, la revanche, c'était hier soir, match de gala du côté de Trüchtersheim à la salle du Korsberg, avec une salle là aussi bien garnie, beaucoup de monde pour voir les filles. Les filles de la TH en noir. Évidemment qui prennent un super départ dans ce match, toujours sans complexe. Le Havre, c'est quand même un club qui vient de l'élite, qui était finaliste de Coupe d'Europe il y a quelques années, qui descend mais qui a l'ambition de remonter très vite. Les égalités succèdent, les deux équipes, les défenses vont prendre le pas sur les attaques dans cette première mi-temps où on peut quand même admirer la puissance et le bras de certaines joueuses du Havre. Là très clairement on est en D2 et dans le haut du tableau, 8-10, deux petits buts d'avance pour les Normandes à la pause et deuxième mi-temps très compliqué pour les Alsaciennes malgré quelques actions d'éclat comme ce joli kung-fu, mais les Alsaciennes vont être en panne de réussite offensivement et puis les Normandes vont en profiter, vous voyez, sur chaque action, notamment sur ce but avec la cage vide. Les Alsaciennes qui multiplient les échecs au tir et les Normandes qui se détachent. 5 puis 10 buts d'avance pour le Havre qui finit par s'imposer 30-21. Petit coup d'arrêt, retour un petit peu sur terre pour les Alsaciennes. Ce n'est quand même que leur deuxième victoire de la saison. Elle reste deuxième du classement. Pas de quoi dévier en tout cas de l'objectif du club qui est promu cette saison. Écoutez Aurélien Durafour, l'entraîneur de la TH. J'entends beaucoup de belles choses sur la TH aujourd'hui. L'objectif est peut-être au risque de paraître un petit peu défaitiste, mais rentrer en play-off pour se maintenir. Ou alors se maintenir, même en passant par les play-downs à la dernière journée, maintenir le club de la TH en 2e division et maintenir du handball féminin de très haut niveau en Alsace. Voilà l'objectif qu'on s'est fixé cette année. Si on arrive à le faire en passant par les play-offs, tant mieux, on aura grandi, on aura fait quelque chose que personne n'a réussi en 25 ans, maintenir du handball féminin en 2e division en Alsace. Et autrement, il va falloir encore lutter parce qu'on n'y est pas encore. Et on suivra évidemment la belle aventure des filles de la TH pour ancrer effectivement ce club au 2e niveau français. Le lundi, on se quitte et on termine cette émission avec le meilleur de ce qu'a glané Marine sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle la crème des réseaux. Alors je commence par une question, est-ce que vous parlez anglais, Laurent, par hasard? Un tout petit peu. Un petit peu, ça vous arrive des fois entre joueurs, je sais pas s'il y a des joueurs qui parlent sont là, ça anglophones, va. Non, à il y a pas Haguenau, de... tout le monde parle français, ça va. Il y a un Alsacien, en tout cas un sportif alsacien qui s'est fait interviewer en anglais, je propose de regarder ce que ça donne. Welcome to the World Cup in Koenigsegg. Thank you. Can you tell us with what this track is special and different than others? I think this track is really special because there is the S corner at the top part of the track where you pick up all the speed. Bon, vous l'avez compris, hein, c'est Romain Henrich, bobeur alsacien. Bon, heureusement, il est meilleur en bob qu'en anglais. Moi, je parle pareil. Bon, je crois que c'était bien. Ouais, bon, j'avoue, je me moque, mais je suis pas mieux non plus. Mais c'est lui, en tout cas, qui s'est moqué de lui-même. Voilà, de lui-même sur les réseaux sociaux. Voilà, il était en autodérision. Regardez ces images. En fait, il a gagné ce week-end dimanche avec son partenaire en bob à 2. Ils sont champions. Ils sont 3e au championnat d'Europe. Voilà, c'est une première hein, pour les Français. Donc c'est une super victoire pour eux quand même, en médaille de bronze. Inédit en bobsleigh, du bobsleigh à la chute libre. Ils ont faire de la chute libre en Alsace, Marine. Oui, alors il y aurait apparemment un nouveau simulateur de chute libre qui serait en Alsace. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, un petit rappel, la chute libre, regardez en image ce que c'est, cette petite photo. C'est, on plane, il y a de l'air. Voilà, donc moi j'ai vu une photo sur Facebook passer, regardez cette photo-là. Je me suis dit, bah tiens, il va y avoir un simulateur en Alsace. Non, en fait, c'était une compétition de judo à Mulhouse. Voilà, donc fake news, hein, désolé. Mais bon, puisqu'on est dans les photos un petit peu insolites, je propose de regarder celle-ci. Elle a été prise ce week-end en Alsace aussi en futsal avec des petits jeunes, si on peut la remettre. En fait, sur un tir, voilà, il en perd sa chaussure. Ballon, mais la chaussure est partie, elle, hein. Alors je sais pas si il faut qu'il apprenne à faire ses lacets ou si ses parents doivent acheter des scratchs, j'en sais rien, mais en tout cas faut qu'il faites quelque chose. Voilà, c'est ça.
La suite, Et c'était à moi, et oui, c'est non, marqué mais là c'est dans pas le conducteur. grave. Vous avez encore une vraie info, Marine, c'est marqué là. Oui, dernière info, c'est l'Alsacien Arnaud Merclé. Regardez ces photos, qui a gagné son premier tournoi en senior, qui fait Arnaud Merclé, qui fait du badminton. Ça se passait en Estonie, voilà, donc il a remporté ce tournoi. Ça commence bien l'année, le Mulhousien. Qui passe en catégorie senior du coup cette saison. Merci beaucoup Marine. Il nous reste 2 minutes pour terminer de parler rugby avec Laurent Lepalu, notre invité. Vous avez joué ce derby sur terrain synthétique. C'est la première fois que je voyais ça. Je crois que c'est le seul en Alsace d'ailleurs qui accueille des rencontres. Ouais. Qu'est-ce que ça change? J'étais assez étonné, j'ai pas vu de seule glissade. Ça donne quoi le rugby sur terrain synthétique? C'est un petit peu différent, mais aujourd'hui les synthétiques sont de bonne qualité. Et puis ce qui est pratique, c'est que justement en Alsace, on peut jouer pendant les périodes de grand froid et donc de ne pas décaler le match, décaler la saison complètement, quoi. Donc après, ce que ça change, c'est, on va dire, au niveau des appuis, c'est un petit peu plus dur, mais ça ne change pas grand-chose à la physionomie d'un match. Voilà. C'était ma question, vous avez répondu. Savoir si ça changeait quelque chose dans le jeu, mais non, pas vraiment. Après, on est sûr d'avoir des appuis qui fassent chaud, qui fassent froid. Et puis celui d'Ilkirch est plutôt agréable, il faut dire ce qu'il est. C'est vraiment un synthétique de bonne qualité. Ouais. C'est une vraie solution aussi pour les clubs comme Ilkirch surtout et comme Haguenau aussi, qui ont quand même beaucoup de licenciés, beaucoup d'équipes et où les terrains en herbe en cette saison souffrent beaucoup. Pour terminer, je disais que vous étiez passé, vous avez connu le haut niveau, le niveau pro à Strasbourg. Quand on revient dans un club amateur comme à Haguenau en Fédéral 3, est-ce qu'on retrouve des valeurs différentes? Est-ce que les valeurs du rugby, ça existe toujours? Ça a encore un sens? Ça a un sens en Fédéral 3 par rapport au monde pro? C'est différent? Ouais, les valeurs sont les mêmes du rugby, peu importe le niveau. Après, moi, quand je suis arrivé à Haguenau, je n'ai pas forcément tout recommencé à zéro, vu que justement ils avaient déjà ces valeurs-là, je les avais aussi, et puis ça a très bien marché. Je suis ravi d'être arrivé à Haguenau. Et bon vent au FC Haguenau Rugby et au Krieg, lui en quête de maintien, surtout pour sa 2e saison en Fédéral 3. Merci beaucoup Laurent Lepalu d'avoir été avec nous ce soir. On suivra évidemment du coup la suite de votre saison et cette course aux phases finales. Merci beaucoup Marine. On se retrouve lundi prochain. Allez, d'accord. Rendez-vous sport, on le rappelle, demain soir, le derby de hockey sur glace, l'Étoile Noire qui accueille les Scorpions de Mulhouse. On suivra les filles du volley du côté de Cannes. Il y aura un match retour de Coupe d'Europe aussi très bientôt. Et puis les garçons de la SIG, allez les encourager. Ils en ont un petit peu besoin après leur 4e défaite consécutive, victoire impérative. Demain soir contre les Lituaniens du Neptunas Klaipėda, victoire impérative pour assurer la qualification en Ligue des Champions pour les 8e de finale de Coupe d'Europe. On suivra tout ça et c'est à retrouver évidemment en images dans nos JT. Il me reste à vous souhaiter une excellente soirée. On se quitte avec Nicolas Riffel qui vous emmène du côté de Mulhouse, nous faire découvrir une tourte étonnante. Fini les galettes, place aux tourtes avec Nicolas Riffel. Ça va? Salut Nicolas. Ça va et toi? Ça va toujours quand je donne des coups de pied à la caméra. Emmanuel, ici c'est tout frais. On a vraiment l'impression en plus que tu as passé le dernier coup de peinture hier. Vous avez lancé le restaurant quand? Le 19 novembre. D'accord, tout frais, 2018 quoi. Ouais, 2018. Mais ça fait 10 ans qu'on exploite ici. D'accord. Mais c'est une forme beaucoup plus petite. D'accord. C'était quoi avant alors du coup? C'était 35 couverts. Et aujourd'hui, on a une 60aine de couverts. On a une belle vue sur la place Cléder de Mulhouse. Qui est un peu plus petite qu'à Strasbourg. C'est ça. Mais on en est très fiers. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie de développer encore cette partie restauration, puisque on va expliquer quand même que vous êtes boucher. Voilà. Aujourd'hui, je suis maître boucher charcutier traiteur. Et il y a 10 ans, quand on a ouvert le restaurant, on a eu la chance d'avoir le bâtiment qui est à côté, qui est la fonderie, qui est un bâtiment qui a été réhabilité par la ville. Et c'est devenu une fac. Un musée d'art contemporain. Il y a aussi des archives municipales qui sont situées juste à côté. Et de ce fait, on s'est dit il faut proposer une offre de restauration le midi pour les gens qui travaillent sur place. Alors aujourd'hui, l'avantage, c'est aussi d'avoir joindre l'utile à l'agréable, parce que la boucherie, regardez, vous tournez juste sur votre gauche, elle est juste là. Ouais. Donc tu as ton produit brut qui arrive, il est travaillé par tes équipes et il arrive directement dans l'assiette. C'est ça. Aujourd'hui, ça fait 20-30 ans qu'on travaille avec les mêmes éleveurs et on travaille le maximum en carcasse entière. D'accord. Si demain j'ai besoin d'un jambon, je préfère acheter un cochon que d'acheter un jambon. D'accord. Ah ouais, forcément. Parce que ce sera toujours meilleur. Ouais.
toujours meilleur en qualité quand tu achètes un produit entier. Et tu as aussi l'ensemble des brevets de maîtrise, parce que je vois qu'il y a même des langues un peu différentes là. Ouais. Alors ici, il y a 5 brevets de maîtrise. Il y a le mien, il y a celui de mon père, celui de mon grand-père, qu'il a passé en 42, donc sous l'occupation allemande. Ouais. C'est pour ça qu'il est en allemand. Et il est passé, a été transcrit en 49 par la Chambre des métiers. Et celui-là ici, c'est mon arrière-grand-père. Incroyable. Qui est venu s'installer en 23, place Kléber. On va cuisiner un petit peu maintenant. Ça y est, on y va. J'ai envie de te voir à l'œuvre. On est parti. On part par où? Par là, par là, Par là. Allez. Alors c'est un labyrinthe. Hein. Ouais, bah, Maintenant, on va commencer à cuisiner. Donc, on va faire cette fameuse galette dont tout le monde parle, hein, du nord au sud de l'Alsace, parce que c'est nous qui avons fait la recette et qui avons été sélectionnés à proposer la recette cette année pour la tourte des rois. Super. Hein. Donc, aujourd'hui, on prend du blanc de poulet de préférence fermier, qu'on coupe en petits dés. Sandra va nous les assaisonner. On rajoute la liqueur pêche des vignes. Alors maintenant, on va rajouter les morilles, parce que c'est une tourte volaille morille. Maintenant, on mélange jusqu'à ce que tout soit bien homogène. Et on sent bien l'alcool. Tu sens la pêche des vignes là. Ça va donner un petit goût fruité sur la morille. C'est vraiment très sympa. Tu goûteras après. Ça, on laisse ça mariner toute une nuit pour que le sel rentre bien dans la viande et que ce soit bien, que les grains de sel soient bien fondus. Voilà. D'accord. Top. On t'a préparé déjà les petits disques de pâte feuilletée. Hein. On va rajouter donc, notre viande. Hein. Donc là, tu as un œuf battu avec un peu de sel. On va nous servir de colle, un peu d'œuf. Et on ferme. Ah, mais on a oublié quelque chose, Sandra, les fèves. Le truc aussi, c'est de marquer où est la fève. Tu vois, tu sais qu'elle est là, tu mets l'étoile dessus. Et comme les gens, ils cuisent, ils coupent jamais dans les étoiles, dans les décors. Ils ne coupent pas dans les décors de pâté en croûte, tu vois. Et bah tu mets l'étoile dessus. Ça c'est la bonne astuce. Voilà, la fève elle est toujours sous l'étoile. L'année prochaine, en 2020, on va tous se retrouver à vouloir manger les étoiles. C'est ça. Un petit pliage sympa autour. Et maintenant, on va enfourner nos petites tourtes des rois. Là ouais. Tu dois plus là. Ah non, mais là. Et surtout, ne soyez pas sages.